On va pouvoir débuter l'atelier. On est à 70 participants. Normalement, d'autres personnes vont nous rejoindre. Bienvenue à toutes et à tous. Donc, je suis François Lebrun. Je suis chef de projet à la Fédération des acteurs de la solidarité Pays de la Loire, en charge du secteur accueil, hébergement, insertion, logement. Donc, maintenant communément appelé de la rue au logement. Donc, en charge de l'animation de cet atelier qui portera sur la coordination de la veille sociale. Donc, en lien aussi avec Guillaume Cheruy, chargé de mission veille sociale au siège de la Fédération, pour animer ces débats. Donc, sur la thématique qui a été retenue, effectivement, c'est une des missions que pour le moment, on n'a pas forcément traitée, enfin, pas telle quelle, puisqu'on a pu voir, notamment lors de la première journée, l'étude de l'ANSA qui faisait un peu un récapitulatif de l'ensemble des missions des ICAO. Pour ceux qui connaissent leur code de l'action sociale et des familles par cœur, parmi les 8 défis des ICAO, il y avait la coordination des services de la veille sociale qui y figurait. Ce qu'on avait pu retenir de l'étude de l'ANSA lors de cette première journée, c'est qu'il y avait tout ce cœur de métier de recensement de l'offre et des demandes de l'hébergement qui avait constitué un peu le premier étage de la fusée ICAO, le ICAO qui s'était structuré autour de ce recensement de l'offre et de la demande. Et puis un deuxième volet aussi plus autour du parcours vers le logement, l'identification des ménages préhabités dans le logement, qui constituait un second enjeu. Et c'est vrai que quand on voit la structuration des ICAO, ça s'est beaucoup fait autour donc, de l'hébergement-logement, du gros enjeu hébergement-logement et des CHRS. Deuxième niveau, plus logement d'abord, qu'on voyait arriver. Et puis là-dedans, les services de la veille sociale, c'est vrai que c'était un petit peu les parents pauvres de feu la refondation du secteur, comme elle pouvait être appelée. Et alors qu'il y a des coordinations qui préexistaient au ICAO autour de la veille sociale. Et du coup, le questionnement autour de ces dispositifs-là, c'était de se dire quelle place à l'aune des ICAO et du logement d'abord, et encore plus à l'heure actuelle, dans le cas du fameux service public de la rue au logement, tous ces services qui maintenant sont parfois les seuls lieux de l'accueil inconditionnel dans le secteur, dernier filet de sécurité, si on veut, de la solidarité nationale, hein, puisque normalement, si on regarde le Code de l'action sociale et des familles, on est sur chaque département, sous l'autorité de l'État, la mise en place d'un dispositif de veille sociale qui assure l'accueil des personnes sans abri, qui procède à une première évaluation de leur situation, alors médicale, psychique et sociale, et puis une orientation vers les structures adaptées, et cette orientation est assurée par le fameux service intégré d'accueil et d'orientation. Donc c'est là où, suite à la loi ALUR, on voit apparaître le SIAO comme un des acteurs de la veille sociale et dans le cadre de la coordination, notamment sur les orientations. Et cet atelier, l'objectif, c'est de se dire, bon, au-delà des textes, quelles pratiques sur le terrain. Pour ce faire, l'angle d'attaque qui a été pris, c'était plutôt de partir d'expériences de terrain, puisqu'on sait très bien qu'en fonction des territoires, en fonction des enjeux locaux, en fonction des histoires aussi, des jeux d'acteurs, chaque SIAO son organisation. Et pour le coup, sur cette mission de coordination des veilles sociales, là aussi, les histoires et les organisations varient fortement. Et donc, l'idée, c'est plutôt à travers d'expériences, de pouvoir vous donner des premiers repères, premiers questionnements, réflexions, soit pour vous lancer dans ces missions de coordination, soit du coup pour vous donner aussi matière à réfléchir par rapport à ce qui peut exister déjà sur vos territoires. Et puis une logique aussi, je pense, quand on parle de coordination de la veille sociale, de faire un tour aussi sur l'ensemble des missions que ça peut impliquer. Et puis un dernier élément, c'est autour de toutes les modalités d'organisation, forcément, de ces instances de coordination ou du coup de ces missions-là. Donc, c'est ce qu'on va essayer de balayer principalement dans le cadre de nos échanges. Quelles sont les missions de coordination des dispositifs de veille sociale? Est-ce qu'on se limite à un recensement des acteurs sur les territoires? Est-ce qu'on est sur de l'échange d'informations de pratiques? Est-ce qu'on est sur une réflexion, voire préconisation sur des modalités d'organisation en fonction de ce qu'on peut observer aussi sur le territoire? L'enjeu d'observation des publics, là aussi, devient primordial, puisqu'on évoquait tout à l'heure, c'est parfois des seuls lieux d'accueil inconditionnel des publics. Donc, tous ces publics-là qui ne sollicitent plus trop l'aide institutionnelle, entre guillemets, comment on arrive à les rendre visibles et à observer leur situation et à trouver des solutions à leurs besoins.
Et puis, dernier élément aussi, est-ce qu'on est sur le suivi des situations individuelles, notamment des plus précaires? Bon, là, c'est l'ensemble des missions qui peuvent être dévoyées du coup, au niveau de la coordination. Derrière ça, c'est également tout ce qui peut être modalité de coordination. Est-ce que c'est par type de dispositif, maraude, équipe mobile? Est-ce qu'on est aussi sur les accueils de jour? Est-ce qu'on est sur des logiques plus transversales, territoriales aussi? Là, c'est un des enjeux importants de se dire, bon, toute l'offre généralement de notre secteur se trouve en milieu urbain, parfois avec des antennes en territoire rural, mais l'exclusion en milieu rural, comment on peut aussi l'observer, la rendre visible et surtout y répondre. Tout ça, c'est des enjeux qu'on va voir aussi sur l'organisation des instances. Il y aura d'autres points aussi qu'on pourra balayer en fonction des expériences sur les articulations avec les autres secteurs. On pense notamment aux acteurs sanitaires. Également les liens entre les acteurs, je sais que dans certains cas on les appelait un peu les équipes mobiles chaudes ou les équipes mobiles froides, entre celles qui sont plutôt professionnalisées et celles qui sont plutôt bénévoles. Donc tous ces enjeux-là de coordination seront abordés à travers à la fois des témoignages et puis les échanges qu'on pourra avoir après. Alors, sur l'organisation de cette table ronde, on aura 3 intervenants principaux. Donc, le CIAO du Val d'Oise, avec l'intervention de Vincent Hubert. On partira ensuite en Haute-Savoie avec Nathalie Denikine. Et puis, on terminera les échanges avec, du coup, Corinne Taïeb, du SAMU social de Paris, qui nous évoquera la coordination des équipes mobiles sur le territoire parisien. Donc là, 3 entrées en matière qu'on va avoir sur 3 expériences différentes, avec un deuxième niveau là concernant les contributeurs, qui sont des acteurs qui ont souhaité participer, alors pas forcément en première ligne, mais en tout cas apporter leur témoignage, réflexion, voire même poser leurs questions à l'oral sur scène. Et donc, on aura différents ICAO, Maine-et-Loire, Haute-Pyrénées, Haute-Garonne, le Vaucluse, et même les ICAO de la Réunion, plus des collègues fédérés, donc Bourgogne et Île-de-France, ainsi que le Secours catholique, qui pourront donner aussi des éclairages un peu différents, voire questionner nos intervenants sur certains axes. Et puis, pour le reste des participants, spectateurs, vous pouvez quand même être acteur dans le chat, dans le fil de discussion. Vous pouvez poser vos questions et du coup, le co-animateur Guillaume Cheruy ne manquera pas d'intervenir pour nous présenter l'ensemble de ces questions et on pourra les poser à nos intervenants. Voilà pour le cadre. Alors sachez, dernier point quand même, l'atelier est enregistré et sera consultable en ligne. Donc pour toutes celles et ceux qui ne souhaitent pas voir leur bobine, vous avez moyen quand même de couper la caméra, notamment je pense aux contributeurs lorsqu'ils interviendront. Voilà pour les principaux éléments. Sans plus tarder, je vais passer la parole donc à Vincent Hubert pour nous présenter du coup leur expérience de coordination de la veille sociale et territoriale. Et la vidéo aussi. Je ne sais pas si vous voulez mettre la vidéo. Alors, on va demander aux contributeurs de bien fermer leur micro pendant la présentation, mais voire même leur caméra pendant la présentation de Vincent. Ce qu'on va vous proposer, c'est Vincent va nous présenter son expérience et après, en fonction des questions que vous pouvez avoir, notamment en tant que contributeur, vous pouvez lever la main et du coup demander la parole. On ne manquera pas de vous donner. Vincent, bonjour à tous. Merci, merci François pour l'introduction. Merci pour l'invitation et l'organisation de ces journées par la FAS qui balayent un certain nombre de sujets qui sont tous vraiment très intéressants. Donc pour ma part, je suis ravi de pouvoir être là à cette table ronde. C'est l'occasion pour moi de restituer du coup un petit peu l'historique de création de la coordination de la veille sociale dans le Val d'Oise, qui existe depuis bon nombre d'années maintenant. Et comme ça a été expliqué en introduction, d'essayer de caractériser, de définir les moments importants, les instances et les outils qui ont contribué justement à la structuration de cette coordination. Voilà, qui aujourd'hui est plutôt bien formalisée et s'inscrit dans une histoire à la fois particulière et qui date depuis un certain nombre d'années déjà. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, François, en introduction, tout le monde connaît bien cette mission, puisque c'est une mission réglementaire des SIAO, la coordination de la veille sociale.
Pour autant, on voit bien, et ça tout le monde le sait également, qu'elle s'applique de différentes manières, compte tenu de l'histoire de chaque département, compte tenu de la dynamique partenariale qui existait aussi au moment de l'initiation de cette coordination, et que donc chaque coordination de veille sociale est singulière et s'inscrit donc dans un territoire et dans des pratiques qui sont bien particulières. Donc, il s'agira pour ma part vraiment de faire une forme de restitution, un témoignage finalement de la manière dont s'est structurée cette coordination de veille sociale dans le Val d'Oise. Ça sera le propos plutôt de ma première partie. Donc, de bien définir les faits marquants de cette historique finalement de la construction de la veille sociale. Ensuite, rapidement, je vous proposerai de faire un arrêt sur image sur le fonctionnement actuel de la coordination de la veille sociale dans le Val d'Oise, en faisant un focus particulier sur une instance qui caractérise bien la coordination de la veille sociale dans le Val d'Oise et un outil qui est aussi un outil partagé qui illustre bien ce qu'est la coordination de veille sociale dans le Val d'Oise. Et une troisième partie, plutôt, tu l'as évoqué aussi tout à l'heure, François, en introduction, sur d'autres coordinations qui ont pu s'appuyer notamment sur la coordination de la veille sociale et qui ont élargi à la fois le périmètre d'intervention en termes de thématiques, mais également en termes d'acteurs. Voilà. Ben, écoutez, alors je vous propose de partager un document. Tac. Voilà, qui normalement doit apparaître à l'écran. C'est bon, tout le monde le voit. Bon. OK. Alors, du coup, voilà, une première partie pour reprendre vraiment un petit peu la genèse. Je ne vais pas trop m'attarder sur cette partie-là, mais reprendre un petit peu l'historique pour bien comprendre de quelle manière et dans quel cadre c'est formalisé cette coordination de la veille sociale. Alors, je suis remonté à la première date 2001-2002, c'est l'époque, l'année, hein, donc ça remonte, hein, ça date maintenant. En tout cas, ça correspond dans le Val d'Oise à la reprise de l'activité du 115 par Espéry 95. Et en remontant dans les archives, c'est là où on a retrouvé le premier bulletin d'information qui existe encore aujourd'hui, hein, qui est un outil aujourd'hui assez important au niveau du SIAO, puisqu'il s'adresse à 1500 partenaires. Et aujourd'hui, il est relativement complet, puisqu'il s'attelle à recenser et à communiquer, à diffuser l'information en termes de veille sociale sur ce qui peut se passer au niveau des acteurs de la veille sociale, mais pas que, plus largement sur l'ensemble du secteur, que ce soit au niveau départemental, régional ou national. Mais voilà, il a démarré en 2002. Et effectivement, à ce moment-là, ça permettait de partager les informations entre le 115 et les maraudes. Ensuite, j'ai identifié l'année 2008, du coup, qui est marquée par la création de la première fiche navette. Fiche navette, alors on en reparlera plus tard, puisque du coup, ça fait partie encore aujourd'hui des outils, et je dirais même de l'outil phare, qui vient vraiment caractériser les échanges entre les acteurs de la veille sociale sur le Val d'Oise. Participation du 115 au comité de pilotage pour les SDF de l'agglomération de Cergy-Pontoise. Pareil, ça c'est une coordination qui existe encore et qui est liée à l'origine au secteur d'implantation aussi du SIAO qui est donc assez locaux sur la comité d'agglo de Cergy-Pontoise, ville qui était aussi proactive sur ces questions-là à l'époque. Ensuite, 2009, constitution d'une cellule de veille sociale que l'on a appelée donc, la coordination des acteurs de l'urgence sociale. Donc ça, c'est, on va dire, l'ancêtre de ce que nous, on appelle aujourd'hui la coordination de la veille sociale. Et donc, c'est la première instance, la première réunion, finalement, qui a réuni les premiers acteurs de la veille sociale, à savoir les acteurs qui intervenaient dans le cadre des maraudes et le 115. Ensuite, dans la foulée, donc, il y a eu une mise en fonctionnement de cette coordination. Donc là, c'est un début de formalisation, avec des protocoles de fonctionnement, des outils qui ont été mis en place. Dans un cadre régional qui s'est soldé par la signature d'un protocole d'accord régional sur cette même année également 2019. 2010, on arrive à l'année de création des SIAO. Donc là, c'est la mise en application finalement des circulaires, hein, des 2 circulaires fondatrices des SIAO, avec une mise en place d'une coordination des accueils de jour et d'une coordination au niveau des maraudes. Ça coïncide aussi dans le Val d'Oise cette année-là à la mise en place d'un poste dédié de chargé d'observation sociale au SIAO qui existe toujours. 2012, développement de la fiche navette que j'ai évoqué succinctement tout à l'heure. Pareil, je passe très rapidement sur ce point-là puisqu'on y reviendra en détail. Mais c'est vrai qu'en 2012, il y a eu un travail de fond qui a été fait autour de cet outil
notamment, comme je l'indique sur le document, autour de l'identification d'indicateurs communs croisés qui venaient caractériser et mettre en avant à la fois les éléments d'observation sociale des différents acteurs et des éléments d'activité qui venaient aussi valoriser l'activité des acteurs de la veille sociale du département. Cette même année 2012, publication du premier livre blanc des accueils de jour. Alors ça, le livre blanc, c'est justement un outil qui émane directement d'une préoccupation commune et d'un intérêt partagé qu'il y a eu à l'occasion d'une coordination de veille sociale sur l'idée de faire état, au travers de ce document, des constats et des propositions d'évolution des acteurs de la veille sociale sur eh bien, son fonctionnement à l'époque. Donc, il y a eu un diagnostic partagé sur les besoins et ensuite des propositions d'actions concrètes et d'évolution en termes d'outils et de pratiques partagées pour faire évoluer la coordination des acteurs de la veille sociale. Voilà, donc ça, c'est un outil effectivement qui a fait date. Ensuite, la création d'un rapport d'activité harmonisé qui est également issu de ce travail-là. 2015, c'est l'année de l'unification des SIAO, les volets urgence et insertion. Donc, c'est à cette date-là que les deux coordinations, donc Maraude et acteurs de la veille sociale, se sont réunis sous une instance unique. Donc, c'est la création de la coordination de la veille sociale qui existe encore aujourd'hui et qui a lieu 3 fois par an. 2015 pour le Val d'Oise, ça rime aussi avec la mise en place du PDALHPD. Tout le monde connaît cet acronyme. Je ne vais pas me prêter à l'exercice de le dire, mais tout le monde le connaît. Donc là, effectivement, dans ce fameux plan départemental qui vient décliner finalement la politique d'hébergement et d'accès au logement au niveau du Val d'Oise, il y avait une action vraiment bien repérée qui visait justement à renforcer la coordination ainsi que les accueils de jour et de nuit sur le département. Donc c'est vrai que cette coordination, elle s'inscrit, ça a été redit aussi tout à l'heure en introduction, dans un cadre. Il y a les circulaires, il y a la mission réglementaire et aussi le plan départemental dans le Val d'Oise qui avait clairement identifié le besoin et l'intérêt, la nécessité de développer cette coordination. Ensuite, 2015, c'est aussi la création de la coordination territoriale semestrielle. Donc ça, c'est une instance qui a lieu 2 fois par année, qui réunit les acteurs de la veille sociale, mais pas que, un nombre d'acteurs beaucoup plus nombreux, sur des thématiques préalablement identifiées par le réseau de partenaires comme étant intéressants à développer. Et donc, il y a des interventions avec plusieurs intervenants qui permettent sur une demi-journée de réunir les acteurs pour évoquer des sujets qui ont un sens particulier pour l'ensemble des partenaires. 2016, actualisation du livre blanc, on intègre les équipes mobiles. 2019, collaboration avec les maraudes bénévoles. J'y reviendrai un petit peu plus en détail tout à l'heure. La nuit des maraudeurs avec l'OFPRU. Et donc 2020, plus récent, donc l'année dernière, l'intégration de 2 nouveaux acteurs dans cette coordination de la veille sociale. La PACH, donc la plateforme d'accompagnement des ménages accompagnés à l'hôtel, et les maraudes mixtes. Donc ça, c'est issu directement à la fois de la réforme de la relocalisation des ménages à l'hôtel pour la création des PACH et du plan pauvreté pour la création des maraudes mixtes. Donc voilà, c'est 2 acteurs qui ont intégré de manière assez naturelle et spontanée cette coordination, qui, encore une fois, est en 2020 bien structurée. Ils ont intégré également les indicateurs de la fiche navette, sur lesquels je reviendrai en détail tout à l'heure. Et ensuite, voilà, je terminerai là-dessus sur l'historique. L'impact de la pandémie, finalement, a appuyé à nouveau cette nécessité, déjà bien connue, mais renforcée, du besoin d'avoir à la fois une réactivité dans les informations que l'on peut avoir au niveau des acteurs de la veille sociale pour bien aiguiller les professionnels, notamment à des moments où il y a eu des jauges pour accueillir le nombre de personnes, il y a eu des amplitudes horaires qui ont changé, etc. Une adaptation des supports de communication aussi, et la prégnance de la thématique alimentaire. Alors, voilà, le cœur du sujet, donc le fonctionnement de la coordination de la veille sociale départementale dans le Val d'Oise. Donc, le rôle pivot du SIAO. Donc, je le disais tout à l'heure, quand on parle de coordination de veille sociale, tentative de définition, de quoi parle-t-on? Donc, l'idée, c'est bien de rappeler, là je me répète encore, mais que c'est bien l'application d'une mission réglementaire en déclinaison d'un plan départemental et donc en déclinaison directe d'une politique publique voulue par l'État. Ensuite, deuxième point important, la coordination de la veille sociale. La manière dont on la conçoit dans le Val d'Oise, c'est de dire qu'effectivement, c'est un préalable au bon fonctionnement du 115. L'articulation avec les maraudes
il y a les accueils de jour, il y a l'échange des pratiques, il y a la coordination, etc. Mais c'est un vecteur puissant de qualité dans l'intervention directe auprès des personnes, auprès des publics, en termes de signalement, en termes d'articulation entre le 115 et la maraude, en termes d'orientation les uns vers les autres. Donc, il en va aussi de la qualité d'intervention et des modalités pratiques d'intervention auprès du public que d'avoir une coordination efficiente. Troisième point, je voulais insister pour dire qu'effectivement, ça a été dit aussi brièvement en introduction, avoir une coordination de veille sociale bien structurée avec une dynamique partenariale vive, c'est aussi une condition pour une observation sociale qualitative. Donc ça, l'idée, c'était de rappeler que pour produire des indicateurs d'observation, le SIAO, en termes de besoins des publics et d'évolution des réponses apportées, le SIAO se nourrit bien évidemment, abondamment d'ailleurs, des reportings et de l'activité que les acteurs de la veille sociale renvoient au SIAO. Donc ça, c'est important. La coordination de la veille sociale, elle permet aussi d'alimenter et d'enrichir la capacité du SIAO à produire une observation sociale. Quatrième point, une opportunité pour développer le partenariat, je l'évoquais tout à l'heure. Bien évidemment, la coordination de la veille sociale, c'est aussi un prétexte et une nécessité à favoriser l'interconnaissance entre les acteurs, donc de bien connaître le rôle de chacun, son activité, ses contraintes, son cœur de métier, et donc de favoriser aussi l'émergence à la fois d'outils, d'articulation de travail, mais aussi de préoccupations communes et éventuellement d'évolution dans les pratiques. C'est également un levier pour diffuser l'information, donc ça contribue d'une certaine manière à la formation des acteurs aussi, que d'avoir une diffusion large sur finalement l'activité des acteurs de la veille sociale de manière assez élargie. Et ensuite, je le disais aussi tout à l'heure, une approche partenariale, singulière, donc particulière. Je m'étais coordonné n'est pas régulé, c'est-à-dire que la coordination, entre des protocoles préexistants, des protocoles à construire, la dynamique du bénévolat, par exemple, qu'on évoquait aussi tout à l'heure. La coordination, il faut bien évidemment réussir à impliquer les acteurs autour de quelque chose qui fait sens pour eux aussi. Et donc, ça ne va pas de soi. Ça demande effectivement de l'énergie et des instances et des outils. Donc, au niveau des conditions finalement de mise en œuvre au niveau du SIAO, alors ça se décline de la manière suivante. Effectivement, dans notre organigramme, en termes d'organisation interne, on a deux fonctions clés, on va dire, qui sont garantes de cette mission. Ça va être le chef de service du 115 et le chargé d'observation sociale. Donc, cette mission, elle est volontairement partagée autour de ces deux missions, puisque du coup, je l'expliquais tout à l'heure, il en va d'une part d'une bonne activité en termes de fonctionnement propre au 115 et d'une observation sociale de qualité. Donc ça se traduit dans notre organisation propre. Ensuite, ça a été dit dans mon propos introductif, il faut effectivement une impulsion originelle, une formalisation, une envie collective et ensuite une collaboration qui doit aboutir à la formalisation de tout ça, soit au travers de conventions, soit au travers de procédures ou de protocoles. Mais en tout cas, ça paraît vraiment un point essentiel pour pérenniser finalement des fonctionnements qui vont aller au-delà des personnes, puisque le partenariat réel et la dynamique partenariale, elle est souvent animée, impulsée par des personnes, mais pour qu'elle perdure, il faut qu'elle soit formalisée à un moment. Ensuite, dire qu'un outil partagé, bien identifié, intégré aux pratiques. Alors, l'exemple de la fiche navette, donc ce que je disais tout à l'heure. Donc ça, la fiche navette, en fait, c'est un outil hebdomadaire. Je vous disais tout à l'heure, il y a eu un travail préalable sur l'identification d'un certain nombre d'indicateurs, d'activités qui ont fait consensus au niveau des acteurs de la veille sociale. Et ensuite, ça a permis de créer à la fois l'outil et un mécanisme au niveau de pratiques partagées qui fait que tous les jeudis en fin de journée, les acteurs de la veille sociale, donc accueil de jour, accueil de nuit, maraude, tout ce qui concerne l'aide alimentaire, eh bien, on nous renvoie un tableau qui nous permet, nous, le vendredi matin, eh bien, de le consolider et de le traduire sous forme de diagramme et de restituer le vendredi après-midi un outil qu'on appelle donc la fiche navette qui met en lumière eh bien, l'activité des acteurs de la veille sociale sur la semaine passée.
Donc, il y a quelques écrits. Ça permet de dire comment ça s'est passé pour les uns et les autres au niveau de leur structure, faire des annonces particulières s'il y a des choses à dire, et ensuite de modéliser un certain nombre d'indicateurs que les partenaires ont l'habitude de lire chaque semaine, et ensuite de diffuser de l'information quand il y a des plans hiver, quand il y a des choses comme ça, tout ce qui concerne les astreintes. Voilà, il y a aussi des choses très opérationnelles. Donc ça, c'est un outil qui est vraiment bien repéré, sur lequel l'ensemble des acteurs jouent bien le jeu, et qui permet à un cercle de partenaires assez large d'avoir un outil assez fort et puissant qui permet de faire coaguler un certain nombre d'indicateurs et d'informations importantes. Deuxième focus, deuxième élément sur lequel je voulais insister un petit peu, c'est l'instance. Là, je vous ai parlé de l'outil un petit peu clé. Maintenant, l'instance dédiée, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la coordination de la veille sociale. Donc, elle est trimestrielle. Et là, effectivement, ça permet d'échanger sur un certain nombre de thématiques en termes de problématiques, de contraintes, mais aussi de choses qui fonctionnent bien, d'identifier des bonnes pratiques, de repérer des difficultés. Donc, cette instance-là, elle a lieu par alternance, au SIO parfois, mais aussi et régulièrement au sein des différentes structures qui sont sur l'ensemble du territoire, au sein des accueils de jour, des accueils de nuit. Ça permet à tout un chacun aussi d'en profiter pour aller visiter les lieux et d'être en lien avec la structure plus directement. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Donc là, voilà, ça vous permet de voir un petit peu les premières pages, à quoi ressemble la fiche navette hebdomadaire, mais elle est consultable sur le site de l'association Espérer 95 qui est porteuse du SIAO. Donc là, vous voyez également le livre blanc. Voilà, et le troisième point, pour ne pas être trop long et essayer de tenir dans le quart d'heure qui m'était donné, c'est ça, François, donc je vais vite sur la dernière partie. Je disais tout à l'heure qu'effectivement, cette dynamique partenariale, elle a servi aussi de point d'appui et elle est également à l'origine d'autres formes de coordination qui impliquent donc les acteurs de la veille sociale, qui parfois même souvent étaient à l'initiative du repérage, d'avoir des coordinations un peu plus élargies en fonction des thématiques qui avaient été identifiées. Donc là, j'en ai cité quelques-unes. Alors, il y a des outils comme le guide des dispositifs, comme le répertoire des acteurs de la veille sociale. Ça, c'est effectivement l'émanation à un moment d'un besoin partagé par l'ensemble des acteurs de dire, voilà, ça serait bien d'avoir un répertoire sur tel champ, etc., qu'on n'a pas forcément. Le guide des dispositifs, c'est pareil. C'était d'avoir quelque chose à la fois synthétique, mais également assez exhaustif et complet sur les dispositifs d'hébergement, sur les dispositifs d'accompagnement, sur les mesures dédiées d'accompagnement vers et dans le logement et les dispositifs existants de logement intermédiaire. Donc ça, voilà, ça permettait d'avoir un support en ce sens. Ensuite, j'ai nommé aussi le dispositif de consultation de psychologique avancée. Donc ça, c'est important parce que c'est un sujet aussi qui a été traité à maintes reprises dans ces coordinations, qui est bien connu aussi de tout le monde. C'était de pouvoir améliorer un petit peu la prise en charge de la santé mentale, notamment auprès des publics que l'on rencontrait au niveau des acteurs de la veille sociale. Donc là, il y a eu pareil un travail qui a été fait. Et ensuite, le SIAO qui a coordonné cette action a obtenu la création d'un poste de psychologue au niveau de l'ARS, psychologue qui intervient selon un planning défini au sein de toutes les structures de veille sociale par demi-journée en proposant des permanences donc pour les personnes accueillies dans ces structures. Commission situation complexe, voilà, ça c'est une commission qui permet de se réunir autour des situations donc, individuelles qui vont être particulièrement compliquées dans l'appréciation que l'on fait des situations, que ce soit en termes de freins, en termes de problématiques. Et donc c'est une commission qui est très régulière avec des personnes bien identifiées. Donc on a toutes les associations, on a aussi le conseil départemental, les mairies, la DDCS, la ORIF, etc. qui se réunissent à échéance régulière pour faire le point sur des situations individuelles particulières. Voilà, la coordination territoriale, j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Et puis après, en fonction des questions ou des souhaits, je peux peut-être développer un aspect en particulier. Merci Vincent. Oui, alors effectivement, là, ce qui est intéressant dans ta présentation, c'est effectivement toute l'histoire aussi. On voit comment ça a démarré, même avant le SIAO, comment ça s'est structuré aussi. Alors, ce que j'ai retenu, c'est effectivement la manière un peu progressive, centrée aussi sur les besoins. Ce que tu disais, il y avait besoin de faire sens. Ça renvoie à une question, bon, ça, je laisserai peut-être Guillaume tout à l'heure intervenir, mais ça renvoie à une question qu'il y avait sur la légitimité du SIAO aussi à aller sur ce secteur-là, à coordonner. Bon, c'est l'embryon qu'il y avait autour du 115 que vous avez un peu étoffé
en voyant un peu les besoins qu'il pouvait y avoir à travers des outils qui faisaient sens pour l'ensemble des acteurs, quoi. Puis progressivement monter sur d'autres missions en fonction des besoins qui étaient identifiés. Peut-être laisser la parole. Alors, je ne sais pas s'il y a des contributeurs qui, pour le coup, souhaitent réagir, intervenir. Parmi nos 11 contributeurs, il y avait d'autres CIAO qui étaient également présents. Non, pas de réaction à ce niveau-là. Je crois qu'il y a Marine Guichard qui veut prendre la parole, François. Ouais. Vas-y, Marine. Oui, merci Guillaume et François. Oui, j'ai trouvé que l'intervention de Vincent, elle était vraiment intéressante et j'étais surtout intéressée par l'outil partagé que vous avez construit avec l'ensemble des acteurs de la veille sociale. Et notamment, je pensais aux acteurs plutôt bénévoles de la veille sociale. Je voulais savoir comment vous avez réussi à les concerter en fait dans la définition de l'outil et dans la définition justement d'indicateurs partagés, puisque ce qui remonte souvent de la part de ces acteurs, c'est que voilà, étant bénévoles, ils sont pas. Alors, moi, ce qu'ils me disent, en tout cas, c'est qu'ils sont pas forcément familiarisés avec cette question du reporting. Voilà, donc comment vous avez pu finalement susciter un intérêt de leur part à compléter cet outil voilà, autour d'un enjeu collectif. Merci Marine. Alors, c'est vrai que là-dessus, hein, il y a deux, vous avez raison de faire le distinguo. Bon, vous avez bien compris, c'est une structuration qui s'est faite pas à pas, avec un noyau dur au départ qui consistait à rassembler finalement voilà, les acteurs de la vie sociale historique, hein, notamment le 115 et les maraudes. Le travail vraiment de recherche d'indicateurs communs, il s'est fait avec ce noyau dur-là. Ensuite, les bénévoles, effectivement, ça s'est fait, j'ai envie de dire, organisme par organisme. Vous avez raison de dire qu'en général, l'engagement bénévole, leur disponibilité et le travail, déjà, effectivement, le SIAO, le travail que fait le SIAO, ils ne le connaissent pas forcément de la même manière que les acteurs de la veille sociale, qui par définition, eux, sont inscrits de manière claire et bien identifiée dans un paysage, on va dire, sectoriel, dans laquelle ils sont nécessairement en lien avec le SIAO. Donc, effectivement, c'est une autre démarche. Il y a plusieurs réactions possibles. Alors, nous, on a essayé effectivement d'aller voir des grosses associations qui tendent quand même à se doter de coordinateurs pour gérer, comment dire, piloter un petit peu et organiser l'activité des bénévoles. Je parle de grandes associations, Secours Populaire, la Croix-Rouge, etc. Il y a plein d'unités bénévoles et depuis peu, je trouve qu'il y a de plus en plus de coordinateurs. Et souvent, ils attachent cette fonction qui effectivement est probablement difficilement reliable aux bénévoles de terrain aux coordinateurs. Donc nous, on s'est beaucoup appuyé sur les coordinateurs. Cela étant dit, on a plusieurs types de réactions. On a des bénévoles, voilà, des organismes qui nous disent « écoutez, c'est très intéressant, mais nous, on ne souhaite pas apparaître dans cette fiche navette pour des raisons de dire que voilà, ils ont leur propre fonctionnement, ils ont beaucoup d'unités locales, nous, on a un rayonnement départemental, il pourrait y avoir après des changements sur leur activité, etc. Ou alors, on s'accorde sur un certain nombre d'éléments qu'on va transmettre, d'autres pas. Et à l'inverse, le troisième cas de figure, c'est effectivement des bénévoles auprès de qui on fait un effort d'explication dans le détail de ce que cette fiche navette, de ce que ça implique, et finalement qui prennent le pli et qui viennent intégrer, j'ai envie de dire comme les autres, hein, la fiche navette de manière tout à fait identique. Et donc, ils viennent grossir un petit peu les rangs des informations que l'on peut renseigner dans la fiche navette. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de modèle. Hein, ça, voilà, c'est avec il faut voir avec chacun et en fonction effectivement des dynamiques. Bon, ça a été redit tout à l'heure, tout ça, ça s'inscrit aussi dans une histoire qui est bien enracinée. Hein, donc, il y a parfois des liens qui sont déjà établis. Parfois, il y a des acteurs nouveaux où ça peut mettre un petit peu plus de temps. Donc, c'est vrai que je dirais que chaque situation reste assez unique et singulière finalement. Merci Vincent. On a une demande de prise de parole d'Alice Bougenot. Oui, bonjour. Alice Bougenot du Secours catholique. Vous m'entendez? Oui, très bien. Toujours là. Merci. Donc, Alice Bougenot du Secours catholique. Merci de m'avoir invité
à participer à ce temps d'échange. Merci pour la présentation de ce que vous faites dans le Val d'Oise pour Espérer 95. Nous, juste, c'est sur cette dernière question, c'est intéressant, les équipes du Secours catholique, elles ne sont constituées que de bénévoles, avec effectivement un soutien d'animateurs ou de salariés dans les différents lieux où il y a des accueils de jour. La plupart du temps, alors nous, on n'a pas de coordinateur ou de coordinatrice dédiée à cette fonction, même si on a des missions salariées qui sont plus particulièrement attachées à la question de l'errance, au soutien des équipes. C'est intéressant parce que dans le Val d'Oise, je crois qu'on s'inscrit dans un équilibre particulier autour de la coordination, puisqu'on a plusieurs accueils de jour, on donne des informations parce qu'on sait qu'elles sont importantes pour l'ensemble des acteurs. Donc là, c'est un peu particulier dans le Val d'Oise. La plupart du temps, ce qui est important pour les équipes bénévoles, c'est que dans ces coordinations, on les place à leur juste position. C'est-à-dire de dire, en fait, il faut que les équipes, elles comprennent, en fait, quels sont les objectifs et ce qui peut être positif pour les personnes en errance de ces coordinations. Et en fait, très souvent, nous sommes des vecteurs d'information à destination des personnes. Et on s'inscrit probablement un peu à la marge de ces dispositifs plus officiels, parce que nous, on n'est pas du tout opérateurs. Et l'idée, c'est d'avoir les bonnes informations, de les transmettre et de comprendre. Vous disiez tout à l'heure, comment est-ce qu'on explique quel est le rôle, en fait, de ces coordinations, à quoi ça sert, comment ça s'inscrit dans le paysage. Et souvent, pour les bénévoles, c'est ça qui est important. C'est de comprendre le fonctionnement et de savoir comment les personnes vont pouvoir bénéficier positivement de cette coordination. Et notamment pour les personnes les plus loin, en fait, des dispositifs et qui les sollicitent parfois même pas et que nous, on rencontre dans nos accueils. Juste en un mot, j'irais même un tout petit peu plus loin, nous, ce sur quoi on essayait de travailler. Alors, effectivement, ça suppose une bonne connaissance des uns et des autres. Vous avez raison, il y a une histoire de dosage. Il faut solliciter, mais pas sursolliciter, respecter l'activité de chacun, etc. D'autant quand ça ne va pas de soi, que j'expliquais tout à l'heure. Effectivement, un accueil de jour, ça va à peu près de soi. Avec d'autres formes d'activité, notamment celles qui sont dispensées par les unités locales, c'est autre chose. Donc, moi, j'ai envie de dire, l'intérêt doit avoir vraiment un intérêt réciproque, c'est-à-dire presque un retour sur investissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fiche navette, elle sert beaucoup les acteurs de la veille sociale. Parce qu'en fait, ils nous restituent leur activité, mais en contrepartie, ils ont une vision de ce que fait le voisin, de ce que fait les collègues, et puis du coup, ils ont accès directement, chaque semaine, finalement, à une observation actualisée de la veille sociale sur le département. Donc, eux, par rapport à leur propre activité, avoir cet outil-là aujourd'hui, les retours que l'on en a, c'est que ça les sert aussi, j'allais dire presque au quotidien, d'avoir cette vision un peu plus élargie de ce qui se fait dans le secteur qu'uniquement la leur. Merci. Alors, je vois, il y a des questions sur le chat. Guillaume, tu veux intervenir sur les… Alors, c'est toujours la même chose, c'est un peu sur les questions, alors je vais prendre la main là-dessus. Sur, en fait, le nombre de maraudes, est-ce qu'on vient vous questionner sur le nombre de personnes différentes? C'est vrai que c'est toujours la même chose sur les chiffres qu'on fait remonter, savoir que ce soit pour les accueils de jour, notamment sur le nombre de passages, le nombre de personnes différentes, ou même sur les maraudes, les personnes qui peuvent être vues. Est-ce que, justement, sur ces indicateurs-là, il y a des demandes plus précises? Alors, des demandes, encore une fois, la fiche navette, effectivement, dans les indicateurs, on en a un certain nombre. Il y a effectivement pour les maraudes, par exemple, le nombre de personnes rencontrées en personnes différentes. Donc ça, effectivement, c'est inscrit dans la fiche navette. Mais encore une fois, sur la base, et tout ça, c'est le fruit d'un travail collectif en accord avec les partenaires. Après, on restitue à l'État, dans un circuit autre, du coup, effectivement, l'activité du 115 et des maraudes chaque jour. Ça, on a un tableau de bord. Et dans ce tableau de bord, il y a l'activité des mises à l'abri hôtelières, des chenilles hiver et également celle des maraudes. Donc, il y a aussi dans cet outil-là que l'on restitue à l'État, qui sert aussi à son pilotage et à la lisibilité qu'il a sur cette partie du secteur. Mais en tout cas, dans la fiche navette, elle n'est pas de manière obligée. Encore une fois, le fait de faire apparaître le nombre de personnes différentes rencontrées par les maraudes, ça a été fait et décidé suite à un accord sur ces indicateurs-là, dès lors que l'on a considéré que produire cet indicateur, c'était une bonne manière de rendre compte de l'activité des maraudes. Très bien.
Alors, on garde les questions sur le chat pour tout à l'heure, parce qu'il faut qu'on avance quand même par rapport à tous nos témoignages. Merci Vincent. Donc, on va passer du Val d'Oise maintenant à la Haute-Savoie avec Nathalie Denikine, donc directrice du SIAO géré par la Croix-Rouge française en Haute-Savoie, qui va pouvoir aussi nous faire un retour justement sur la structuration de la veille sociale, comment elle a pu être menée sur, pour le coup, une autre configuration territoriale. Oui, bonjour à tous. Déjà, je voulais vous remercier, puis remercier aussi le témoignage de Vincent qui était intéressant et qui montre aussi que la coordination de la veille sociale, en fait le SIAO est né de cette coordination. Je trouve que c'est intéressant aussi de voir que de la rue, on peut amener à une construction de SIAO, ce qui n'est pas notre cas, nous, en Haute-Savoie. Nous sommes un SIAO quand même assez récent, qui est porté par la Croix-Rouge depuis le 1er avril 2017. Donc, le recul que nous avons est quand même de l'ordre de 4 ans. Et en 4 ans, on a essayé de développer le bloc évidemment de l'hébergement, puis du logement d'abord, et puis très récemment, depuis février 2019, d'amener à construire un outil de proximité qui me semble qui est nécessaire, de proximité, pour pouvoir répondre à des situations de non-recours et surtout aux alertes au niveau du SIAO, et d'amener à ce qu'un SIAO puisse disposer d'une équipe de veille sociale plutôt en termes de coordonnateur de terrain. Donc, je vais partager mon écran également. Alors, attendez. Voilà. Donc, sur la coordination de la veille sociale. Alors, le partage d'écran n'est pas effectif, là. Enfin, pardon, voilà. Alors, attendez, parce qu'on a visiblement un petit souci de partage, mais ça va arriver. Ah. Alors, je suis désolée, attendez. Il fallait que ça arrive. Hein. Voilà, c'est mieux. Très bien. Donc, sur cette présentation, nous allons vous montrer tout d'abord comment nous, aujourd'hui, on est construit en 4 ans. On a essayé de travailler justement autour du pôle urgence et du pôle accompagnement vers le logement et du pôle aller vers. Au niveau du pôle aller vers, nous avons donc aujourd'hui une équipe mobile, l'unité mobile d'intervention sociale qu'on appelle l'UMIS, mais aussi une chargée d'accompagnement au niveau des hôtels. Aujourd'hui, on a 90 places d'hôtels, sans compter toutes les places d'urgence en résidence sociale, pour lesquelles, effectivement, il y a un accompagnement dédié. Et le tout, effectivement, dans une construction de la rue au logement. Donc, de la rencontre dans la rue avec l'intervention, les interactions et les outils inhérents au SIAO. Alors, pour cimenter, on a une organisation, bien entendu, du traitement de la demande sur le flux, la fameuse ligne 115, mais aussi, surtout, une commission de régulation qui permet de travailler sur la trajectoire et surtout de réunir l'ensemble des alertes que nous pouvons recevoir émanant de la rue, du 115, du logement et du pôle urgence, évidemment, et d'essayer d'amener à ce que des solutions ou des réponses puissent être construites parfois une fois par semaine en fonction des vacances qui sont proposées, des situations inextricables qu'on peut retrouver.
Ça permet aussi de mallier et de voir qu'on peut travailler très bien sur des réponses qui peuvent être apportées au niveau du logement, aussi bien au niveau des rencontres dans la rue. Donc, cette commission de régulation a toute son importance et c'est un outil interne au niveau du SIAO et qui permet vraiment de se dire qu'on a une trajectoire non pas fractionnée, mais on travaille aussi bien de la rue au logement que du logement à la rue, malheureusement, et d'essayer surtout d'éviter les ruptures. Donc, pour cela, on a 18,5 équivalents temps plein, mais ça ne veut pas dire qu'on a 18,5 équivalents temps plein sur l'ensemble du SIAO. C'est en termes de fonctionnaires, on est bien du SIAO, on est bien à moins, on est plus à 13, et c'est le fait d'amener et de développer sur l'allée verte qui a permis aujourd'hui de conforter et d'avoir une utilité, une proximité, en tout cas au niveau de la rue qui nous semblait important. Donc, juste pour que vous sachiez, la Haute-Savoie, on est un département très attractif sur plein de domaines, mais en l'occurrence, on est un département dont la démographie augmente chaque année. On a plus de 10 000 habitants, et c'est important de le savoir. On a relativement un seuil de pauvreté qui semble tout à fait correct par rapport à un taux au niveau national, mais on a des écarts en termes de précarité, de pauvreté extrême, surtout parce qu'on est en zone frontalière et que les écarts de revenus engendrent des problématiques de rue graves et parfois très dégradées. Au niveau de l'activité du SIAO, on peut mesurer aujourd'hui le fait qu'on travaille aujourd'hui de plus en plus sur les demandes d'hébergement et de prestations. Elle ne fait qu'augmenter, mais on travaille aussi à ce que la récurrence des appels au niveau du 115 diminue. D'une part parce qu'il y a une meilleure prise en compte et on a amené des outils différents qui ont permis d'être traités au niveau de l'urgence, à savoir de pouvoir apporter des réponses, notamment sur des demandes d'hébergement d'urgence sociale ou médico-sociale, puisque nous sommes dotés aussi d'un temps médical qui permet de pouvoir répondre à des situations inextricables pour lesquelles il y a d'autres problématiques qui sont ajoutées à l'absence d'hébergement, qui sont très souvent de l'ordre de la santé. En termes de demande, l'évolution de la demande pourvue, on a effectivement des chiffres qui sont plus que corrects, mais parce que c'est aussi le fruit du développement de l'offre depuis 4 ans avec l'appui de la DDCS qui a permis aussi d'augmenter le volume de places d'urgence et de mieux répondre et surtout d'amener à ce que dans la culture de l'urgence, les gestionnaires d'hébergement font aujourd'hui vraiment de l'urgence durable et la porte d'entrée, celle de l'urgence pour amener à l'accès au logement, ce qui diffère un peu de la mise à l'abri ou de la nécessité d'appeler chaque jour le 115 pour pouvoir s'assurer de la bonne continuité du maintien dans la mise à l'abri. Donc, coordonner la veille sociale, c'est un petit peu l'aval nécessaire pour amener à ce que la construction du parcours puisse répondre aussi aux personnes et aux situations les plus dégradées et de pouvoir répondre aux alertes. Donc, coordonner la veille sociale au niveau d'un SIAO, pour nous, c'était effectivement pouvoir répondre aux alertes avec la nécessité de construire un réseau partenarial, bien sûr, avec l'ensemble des structures premières lignes, en l'occurrence aussi bien les pôles médico-sociaux du conseil départemental, les accueils de jour, les services de l'urgence, notamment ceux qui sont installés au niveau du SDIS 74, où on a aussi des locaux qui nous permettent, et où sont installés nos écoutants, qui permettent d'ailleurs de bien articuler les alertes qui émanent aussi bien du 15 qui dépendent du 115 et nous vice-versa. Donc, c'est un outil aussi qui est intéressant. De pouvoir aussi construire un réseau partenarial avec les structures premières lignes des CCAS, des polices municipales, de certaines gendarmeries, et puis bien entendu les associations spécialisées, et en l'occurrence également avec l'outil 115.
C'était aussi de pouvoir améliorer l'allée vert. Et pour cela, au niveau du SIAO, c'était surtout d'organiser le lever de doute et la rencontre dans l'espace public. Voilà, rencontres dans lesquelles on permet d'amener une meilleure complémentarité avec le réseau existant, avec les maraudes existantes, et puis surtout d'amener à ce qu'il y ait des rencontres sur des lieux d'accueil tels que les accueils de jour ou des structures premier accueil. C'est aussi créer du lien en allant vers les personnes à la rue, et pour pouvoir y arriver, ça voulait dire aussi travailler sur le renforcement des maraudes sur l'année, de mailler aussi le réseau partenarial, et puis d'accompagner vers, et pour accompagner vers ce qui nous est demandé, ce qui nous intéresse, l'inclusion sociale, c'était aussi d'amener à ce qu'il y ait la possibilité de développer un partenariat avec les lieux d'accueil, d'amener aussi à désigner un référent ou un coordinateur dont on parlait, et de faciliter aussi l'accès aux soins ou aux prestations, et surtout d'assurer un lieu d'hébergement. Donc, comment s'est construit cette mise en place de l'équipe, en tout cas inhérente au SIAO 74, donc celle de l'équipe mobile d'intervention sociale, pour pouvoir amener à avoir le renforcement de ce réseau d'alerte et surtout de le mailler au niveau du territoire, qui, je rappelle, est un territoire pas uniquement urbain, avec des densités bien sûr très importantes au niveau du secteur frontalier genevois, mais aussi du secteur annécien, bien entendu. Mais on a d'autres zones rurales qui nécessitent aussi de pouvoir les couvrir, et on s'est très vite rendu compte au travers d'un état des lieux que la couverture territoriale n'était pas forcément maillée au bon endroit. Donc les principaux objectifs, c'était bien évidemment de pouvoir de mettre en place ce réseau d'alerte, de pouvoir organiser le lever de doute et de pouvoir aussi renforcer les maraudes existantes et puis surtout sur l'année, mais avec un appui professionnel. Alors, pour pouvoir y arriver, ce qu'on a pu mettre en avant, et c'est arrivé en même temps, il y a eu la parution d'un référentiel que je vous conseille, c'est le référentiel de mission auprès des équipes maraudes bénévoles et professionnelles, qui nous a permis aujourd'hui de construire l'intervention de l'équipe mobile et d'être en appui aux équipes maraudes existantes, et notamment aux équipes maraudes de la Croix-Rouge, qui sont basées sur les différentes unités locales qu'on retrouve sur le département. Donc ce référentiel a permis aussi de faire un état de lieu de l'existant. Chaque équipe s'est auto-évaluée et a essayé d'amener effectivement un positionnement, savoir aujourd'hui où j'en suis. Est-ce que je suis capable aujourd'hui d'aller vers, d'accompagner? Est-ce que je suis aujourd'hui plutôt une maraude qui fait de la main tendue, donc à savoir la distribution ou sur des points fixes de prestations de vêture ou de soupe ou seulement de contact? Ou est-ce que je suis en capacité aujourd'hui de pouvoir apporter même une alerte auprès du 115 ou du SIAO? Donc, l'UMIS a eu dans un premier temps cette première mission, à savoir accompagner les maraudes bénévoles, y participer et d'amener à ce que peu à peu, il y ait un développement de leurs compétences professionnelles, parce que ce sont des bénévoles, mais ils ont des compétences professionnelles, de les rapporter au niveau du SIAO et du 115 en l'occurrence, et au niveau de sa coordination, pour qu'ensuite on puisse le traiter avec nos propres outils et de pouvoir répondre aussi aux mises à l'abri nécessaires au travers de la commission qu'on a mis en place. Donc, on a démarré avec l'appui de cet outil qui était intéressant, qu'on a ouvert également aux autres équipes bénévoles existantes sur le territoire. Je pense à l'Ordre de Malte et je pense aussi à l'association Galia qui porte une équipe existante professionnelle sur Annecy, et de faire cet état des lieux qui a démontré quoi? Qui a démontré qu'il y avait des équipes bénévoles, certes, mais très peu d'équipes professionnelles, en l'occurrence qu'une seule au moment où on s'est mis en place.
Donc, l'intérêt était effectivement, quand on parlait de légitimité du SIAO, à aller vers la veille sociale, c'était aussi de démontrer aussi la légitimité de l'existence de cette équipe qui est un peu le bras armé du SIAO et qui était là et qui essayait de prendre sa place justement pour amener à mailler le territoire et répondre surtout à une complémentarité sur des zones qui étaient aujourd'hui absolument pas couvertes, voire blanches, en termes de présence de veille sociale. Donc, en résumé, cet aller vers tourne autour de fait d'avoir aussi une meilleure connaissance des ménages qui appellent ou qui n'appellent plus, de recréer le lien et tisser surtout les passerelles entre les différents partenaires, et puis d'être acteur immobilisé et surtout mobilisé grâce aux outils du SIAO. Voilà, donc ça c'est un aperçu du référentiel qui nous a permis de faire cet état des lieux. Et puis, comme je vous le disais, ce qui s'en est dégagé, en l'occurrence, pour les équipes professionnelles, c'était surtout l'articulation nécessaire de travailler entre le sanitaire et le social. Et puis, pour les équipes bénévoles, c'était surtout de pouvoir orienter et accompagner les personnes et d'appartenir à un réseau partenarial qui n'existait pas réellement sur le plan départemental. Donc, comme vous pouvez le voir, ça reste très modeste, hein, puisque aujourd'hui, nous ne sommes plus en 5 équipes de veille sociale, bénévoles ou professionnelles, mais aujourd'hui, on est au nombre de 7, avec des équipes qui s'organisent en renfort au niveau des accueils de jour, qui permettent justement d'améliorer la coordination et la proximité pour apporter l'alerte au niveau du 115, mais ça reste modeste et il faut couvrir un territoire qui est grand et dont la densité n'est pas la même partout. Voilà. Donc, après avoir identifié le périmètre d'intervention, c'était aussi surtout organiser la couverture territoriale selon la saisonnalité, parce que la plupart des maraudes bénévoles fonctionnaient uniquement sur les périodes hivernales. Aujourd'hui, avec l'appui de l'UNIS auprès de ces équipes bénévoles, notamment de la Croix-Rouge française, en l'occurrence, il a été possible de travailler sur des maraudes estivales et de faire en sorte qu'il y ait vraiment un regard et une proximité sur l'année qui n'existait pas jusqu'à présent. Et aujourd'hui, il est possible, au travers de fiches, on parlait de la fiche navette, nous on l'appelle la fiche reporting, de nous rapporter l'activité et les alertes chaque fois qu'une maraude est en place au quotidien ou de façon hebdomadaire. Ce reporting est aussi, dans le circuit d'information, transmis à l'État pour qu'ils aient une vision aussi des rencontres qui sont aujourd'hui réalisées sur le département. Voilà. Donc ça, on va arriver au terme de la présentation, Nathalie. Si vous avez encore quelques éléments clés, mais alors rapidement, pour qu'on puisse avoir un petit temps d'échange aussi derrière, s'il vous plaît. Voilà. Alors aujourd'hui, où on en est, c'est que c'est bien sûr d'aller plutôt vers un développement du partenariat avec les accueils de jour, de formaliser notre partenariat. Tout ce qui concerne le lien partenarial, les conventions, la gestion des hébergements, de logements, c'est quelque chose qui est déjà acté, validé et signé. Les protocoles 115 également. Aujourd'hui, il nous reste, dans le cadre de la coordination et de faire en sorte qu'elle puisse se maintenir dans la durée, c'est surtout formaliser le partenariat avec les accueils de jour et avec les maraudes bénévoles existantes hors Croix-Rouge pour promouvoir et faire en sorte qu'on définisse et qu'on construise réellement ce réseau d'alerte. Donc, c'est donc inciter à aller surtout sur les pôles médico-sociaux, aller en appui aussi sur les équipes professionnelles qui sont en train de naître, notamment en haut de certaines vallées. Et c'est aussi amener à ce qu'il y ait un partage de ces informations pour développer et ajuster nos dispositifs. L'objectif 2021, c'est surtout amener à ce que dans le cadre de cette animation, de cette coordination de réseau,
puisse se faire au sein d'un comité technique de régulation avec l'ensemble des acteurs de la veille sociale. Et c'est aussi partager un tableau de bord et en appui de la mission qui s'est ajoutée et qui est tout à fait cohérente avec la mission de coordination de veille sociale, celle de la stratégie pauvreté, puisque on travaille aussi à cette coordination dans la rencontre des mineurs accompagnés ou non dans la rue, qui permet justement d'ajuster et de faire et d'amener à rendre compte et d'apporter des réponses en termes d'hébergement pour pouvoir ensuite amener à développer de l'accompagnement et de prévenir les risques, notamment liés à la protection de l'enfance. Donc ça, c'est un enjeu important et qu'on va essayer de développer. Maintenant, ça permettrait aussi à notre équipe de se renforcer parce que ça reste une petite équipe de travailleurs sociaux, un infirmier, pour manier un territoire et s'appuyer sur des équipes bénévoles. Il serait nécessaire de la doubler pour pouvoir continuer et vraiment apporter et renforcer ces territoires où nous sommes encore en zone blanche. Et on voit aujourd'hui l'utilité, ça c'est ce que je peux vous dire et l'assurer, c'est qu'aujourd'hui, on est en capacité sur une rencontre dans la rue à pouvoir la ramener au niveau du SIAO et à la traiter. Et ça, je dirais même que ça nous oblige à la traiter pour permettre aux personnes de se poser et de faire du lien vraiment de coordination de terrain. Voilà. Nathalie. Alors oui, effectivement, là, ce qu'on peut retenir, c'est cette logique un peu de travailler sur une équipe mobile vers les équipes mobiles. C'est un appui quelque part en termes de coordination. Et puis, il y a quand même cette dimension de couverture territoriale qui est plutôt intéressante. Alors, couverture presque des espaces et puis aussi en termes de temporalité également. On va peut-être passer. Alors, Guillaume, tu avais une intervention ? Monsieur Cheruy, je voyais une main levée. Pardon, excusez-moi pour le son. Au bout d'un an de visioconférence, je n'ai toujours pas compris. Une question donc à Nathalie, posée par les auditeurs concernant la transmission des données de reporting à l'État. Est-ce que vous avez eu des réticences de la part des acteurs de la veille sociale ou est-ce que ça s'est plutôt bien déroulé? Est-ce que ça a nécessité, j'imagine, des explications complémentaires de votre part sur l'objet en fait, de ces remontées de terrain et à quoi elles allaient servir pour les services de l'État? Non, absolument pas. Je vais dire au niveau de l'approche, je n'ai pas eu le temps de l'aborder, mais on est plutôt dans l'observation sociale et de le reporting. Il y a des outils existants comme Sigma, c'est une application propre à la Croix-Rouge, et certains l'utilisent ou moins bien, on va dire, parce que en tant que bénévole, parfois c'est difficile d'aller sur des applications numériques. Le rôle de l'UNIS a été aussi, et ils l'ont apprécié, de pouvoir apporter leurs propres rencontres et de pouvoir avoir une observation qu'on peut partager au niveau de l'État. Et ils ne sont pas les seuls, il y a d'autres associations qui le font également. Donc, on n'a pas eu de frein, en tout cas à ce niveau-là. Il s'agit de rencontres, bien évidemment, et au travers de l'observation du SIAO, c'est aussi de démontrer que peu à peu, nous aurons une observation beaucoup plus fine en termes de rencontres, mais aussi en termes de personnes distinctes rencontrées et accompagnées par l'UNIS en l'occurrence. D'accord. J'avais une autre question aussi, François, sur le fil de discussion, mais en fait, je vais y répondre d'une certaine manière. C'est à savoir comment est-ce que vous avez réussi à faire travailler des maraudes bénévoles sur le référentiel de mission et d'évaluation des maraudes des SAMU sociaux, qui est quand même un document de référence assez long, avec beaucoup d'items, beaucoup de références, beaucoup d'actions. Alors, peut-être déjà dans un premier temps, vous laissez répondre, Nathalie, là-dessus. Enfin, quel levier vous avez employé pour pouvoir… Alors, c'est vraiment le levier. C'est quelque chose qui était un petit peu inabordable, ça je vous l'accorde, et on a eu des réactions, pas forcément, pas de la Croix-Rouge d'ailleurs, mais on a eu des réactions parce que c'est effectivement, la première parution était assez contraignante, et puis l'aborder, ça a été compliqué. On a tout d'abord, comme je vous disais, recherché à avoir une légitimité, à intervenir, et des explications en tout cas, pourquoi un SIAO doit se doter d'une équipe, au travers d'une rencontre avec les équipes existantes et d'expliquer la démarche aussi.
Et de dire qu'en s'auto-évaluant, même si ça paraît un exercice difficile, on l'a accompagné de façon pédagogique avec aussi l'UMIS au niveau de la Croix-Rouge et des bénévoles, et ils nous ont restitué quelque chose de très intéressant, et d'autres associations l'ont fait également, et l'équipe professionnelle existante l'a fait également parce qu'elle a trouvé que l'exercice a pu être pris au niveau de ses propres équipes, et de faire valoir aussi que ça pouvait être un outil de guidance intéressant. Aujourd'hui, je peux même vous dire qu'au niveau de certaines équipes de la Croix-Rouge sur certaines unités locales, il est même utilisé dans le cadre des nouveaux arrivants bénévoles qui ont le désir de devenir maraudeurs, pour expliquer le sens et les attendus surtout en tant que maraudeurs de la Croix-Rouge pour y parvenir. Donc, c'est un outil sur lequel, aujourd'hui, certains s'appuient et on ne donnait pas autant d'espérance. Et du coup, en soi, c'est loin d'être inintéressant. Merci Nathalie. Je vous propose de passer au troisième exposé de cet atelier. Donc là, on change de territoire, alors toujours sur une logique de coordination équipe mobile. Et maintenant avec Corinne Tailleb, qui est responsable de la coordination du coup des équipes mobiles sur Paris. Bonjour. Je vais tout de suite mettre le partage d'écran. Vous voyez tous? Très bien, Corinne. Merci, François. Donc voilà, à Paris, il existe une coordination des maraudes parisiennes. Cette coordination des maraudes parisiennes, elle est portée par 4 responsables. Je dois agrandir déjà. Donc 4 responsables, Paris a été découpé en 4. Cette coordination des maraudes, elle existe depuis 2009. Elle a été reprise par le SAMU social de Paris en 2016. Je vais y venir un peu plus tard. Donc voilà, vous avez vu Paris coupé en 4 responsables, un responsable par secteur. Donc la mission a été confiée au SAMU social de Paris par la ville et par l'État, la DRIL, donc spécifiquement au SIA dans le cadre de sa mission de coordination de la veille sociale. Le portage, en fait, il est aujourd'hui, depuis le 1er septembre 2016, confié au SAMU social de Paris. Il a été mis en place et créé par 4 grandes associations qui portaient cette coordination des maraudes, Emmaüs Solidarité, Au Captif La Libération, Les Enfants du Canal et Aurore. Excuse-moi, Corinne, si vous pouviez parler un peu plus fort, qu'on puisse vous entendre un peu mieux. Des réactions sur le fil. Est-ce que vous m'entendez là? C'est mieux? Ouais, peut-être un peu plus proche de l'ordinateur. D'accord. Est-ce que là, c'est mieux? Oui. OK. Voilà. Donc, une coordination des maraudes pour qui? Pour les maraudes professionnels, les maraudes bénévoles, les acteurs de la veille sociale et bien évidemment également les acteurs institutionnels. La coordination des maraudes, c'est quoi? C'est une coordination. Donc là, on a vraiment mis les 3 grandes missions demandées à la coordination des maraudes parisiennes. C'est une coordination opérationnelle autour des interventions des personnes, des maraudes sur les personnes à la rue, les personnes qui sont signalées. Donc, ce n'est pas les personnes qui sont signalées directement par les particuliers. Ça, nous, on ne traite pas les demandes des particuliers. On traite les demandes des équipes professionnelles, voire des élus, des interventions, des pouvoirs publics qui nous signalent des personnes à la rue. Donc, on a cette coordination opérationnelle. Avec l'intervention autour de situations complexes, on peut faire des réunions de synthèse lorsqu'il y a des situations complexes qui sont parfois dans l'impasse. Et on accompagne les parcours des personnes vers une sortie de rue, bien évidemment, si elles le souhaitent. La deuxième grande mission, c'est l'animation territoriale. C'est la coordination des différents acteurs, donc permettre des échanges, des instances de réunion entre acteurs de maraude, mais au-delà des acteurs de maraude également. La coopération entre les maraudes et les institutions. Donc, les institutions, ça peut être un commissariat, ça peut être une mairie d'arrondissement ou d'autres institutions.
la coopération entre les acteurs de maraude, mais aussi les acteurs de la veille sociale, qui sont le 115 de Paris, qui peuvent être les acteurs des accueils de jour, des ESI, et bien évidemment fluidifier l'interaction entre les différents territoires. Le conseil expertise, c'est identifier les besoins et les évolutions, les besoins des publics à la rue, bien évidemment, les évolutions des publics qui sont rencontrés en rue, afin d'adapter les réponses apportées pour interagir au mieux sur le territoire. Déployer des groupes de travail thématiques, ça peut être des travaux en direction de la santé mentale, ça peut être en direction des publics usagers de drogue. Donc voilà, des spécificités des groupes de travail thématiques. On a aussi, bon, bah vous allez voir après un peu plus tard, je ne vais pas revenir là-dessus, donc l'échange d'expériences, la montée en compétences professionnelles, tout ça, on va y revenir un peu plus tard. Donc, et ça, c'est un cahier d'échange qui nous a été confié par la ville et l'État en 2016, qui portait 3 grands axes. Donc, l'axe 1, c'est connaître et coordonner les maraudes en réponse aux besoins sur le territoire de référence. La lisibilité des maraudes, créer des outils de référence, de reporting, participer à l'identification des besoins sur le territoire, produire des analyses de données sur ces territoires, élaborer avec les maraudes des propositions opérationnelles d'articulation et d'intervention autour des publics à la rue. Promouvoir et faire connaître la coordination des maraudes, c'est vraiment c'est au tout début. Aujourd'hui, on continue encore parce qu'il y a souvent des maraudes, surtout bénévoles ou des initiatives citoyennes qui se créent. Donc, c'est faire connaître l'existence de la coordination des maraudes si elles souhaitent s'inscrire. Proposer une charte en direction de ces maraudes bénévoles. Pour le coup, je mets vraiment de côté les initiatives citoyennes de distribution alimentaire ou autres. Là, c'est vraiment à destination des maraudes bénévoles. Axe 2. Accompagner et soutenir l'action des maraudes autour des personnes à la rue. Donc, c'est accompagner et développer le partage d'informations, sachant que bon, aujourd'hui, on est un peu limité avec le logiciel SI-SIAO. On ne peut pas partager l'information sur les rencontres des publics en rue par les maraudes sur ce logiciel, mais on va y travailler à développer un outil, relayer les signalements et coordonner l'action autour des situations individuelles, organiser des temps d'échange et coordonner des interventions autour de situations complexes. Pardon, excusez-moi. Pardon, j'ai juste dû fermer la porte de mon bureau. Développer les liens et améliorer la collaboration opérationnelle des maraudes avec les autres acteurs de la veille sociale, du sanitaire. Donc, ça veut dire travailler en articulation avec les accueils de jour, avec les ESI, ce sont des accueils de jour qui ont un label à Paris. Participer à la veille, à l'intervention autour des assignations collectives dans l'espace public, donc autour des campements, principalement, mais pas que. Et le troisième axe, c'est animer les maraudes et accompagner l'évolution des pratiques. Donc, c'est proposer des temps et des actions d'information, d'animation et des espaces d'échange pour les équipes de maraudes, pour qu'elles puissent se rencontrer, se connaître, échanger, s'informer de l'actualité ou des bons plans, comme on peut dire dans notre jargon, mettre en place des sessions d'information en direction des maraudes. Donc, on va y revenir un peu plus tard, des sessions de formation sur l'allée vert, notamment, et développer la démarche qualité en direction des maraudes professionnelles et l'accompagner. On le fait à l'aide du référentiel dont on vient de parler la collègue précédente tout à l'heure. Donc, la coordination des maraudes, toujours, c'est l'animation territoriale. Donc, il y a des instances dans chaque arrondissement à Paris où on réunit les acteurs de maraudes, mais vous allez voir un peu plus loin, c'est au-delà des maraudes, même si le titre reste la coordination des maraudes parisiennes. Vous allez voir que ça ne concerne pas que les maraudes parisiennes. Le comité opérationnel, c'est l'instance qui réunit les équipes de maraudes avec la coordination des maraudes, et c'est là où on fait état des besoins des équipes de maraudes en termes de groupe de travail, en termes de visibilité, de connaissance, de besoins, tout simplement aussi. Donc, c'est une instance qui est privilégiée avec l'ensemble des équipes de maraudes
et la coordination des maraudes. Donc, il y a le traitement des signalements, j'en ai parlé un peu plus tôt, donc la remontée par les professionnels et par les pouvoirs publics. On ne reçoit pas les signalements directement des particuliers. Et la conduite de travaux d'observation sociale et de projets. Donc, on a mené des enquêtes flash, des maraudes exploratoires qui participent à l'observation sociale et au redéploiement des équipes sur Paris. Vous allez le voir un peu plus tard. Et l'UTI des charges, bien évidemment, des différentes équipes de maraude. Donc, plusieurs instances, comme je disais, il y a des réunions de coordination des maraudes à l'échelle de tous les arrondissements parisiens. Elles sont organisées ou co-organisées par les responsables de la coordination des maraudes en lien avec les élus en charge de la solidarité, afin d'échanger entre les acteurs sociaux et institutionnels. Donc, c'est vraiment au-delà des maraudes, cette instance, même si elle porte encore une fois le terme coordination des maraudes parce que ça préexistait déjà et on n'a pris que la suite de ce qui a été mené grandement par nos collègues des 4 associations précédentes. Donc, voilà, on réunit les hôpitaux, on peut réunir donc des accueils de jour, des équipes spécialisées, des ESI, donc voilà, tout un jeu d'acteurs. Et on évoque effectivement l'actualité autour du secteur. Donc, on peut parler de la nuit de la solidarité qui va se déployer à Paris dans quelques jours, donner les bons plans et échanger autour de situations préoccupantes. Il y a des cellules de veille sociale, ça c'est à la main des mairies d'arrondissement. Et on évoque plus particulièrement la situation des personnes installées sur l'espace public, s'il y a des constats à partager, s'il y a des évolutions ou s'il y a des choses à mettre en place. Alors, le comité opérationnel, bon, ça je vous l'ai dit. Le comité de pilotage, c'est l'instance qui réunit les équipes de maraude, le CCRPA qui représente les personnes, les bénéficiaires, le SIAO, la ville et l'État, afin d'assurer le suivi du cahier des charges et les objectifs généraux qui ont été confiés à la coordination des maraudes. Pardon. Le séminaire intermaraude, c'est une autre instance qui malheureusement en 2020, à cause de la crise sanitaire, n'a pas pu voir le jour. C'est une instance où on réunit l'ensemble des maraudes, professionnels comme bénévoles. C'est vraiment une instance privilégiée où on fait connaissance. Il y a une connaissance mutuelle pour celles qui n'ont pas pu participer aux précédents séminaires. Et on réfléchit sur les enjeux thématiques, là on a marqué, ou les pratiques de la veille sociale. Le dernier en date, du coup, il remonte il y a 2 ans, et il était sur les séjours de culture et culture au sein des maraudes. Et quelle place a cette possibilité, quels sont les leviers, comment on arrive à dégager du temps quand on est en maraude pour permettre d'emmener des personnes en séjour de rupture pour rompre avec le bitume et leur cadre de vie à Paris. Voilà, donc les quelques chantiers que nous avons menés au niveau de la coordination des maraudes, il y a eu des enquêtes flash qui ont participé à une démarche d'observation sociale. C'était avant la nuit de la solidarité, avant la mise en place de la nuit de la solidarité sur Paris. Après, nous avons fait des maraudes exploratoires à Paris, et là, pour le coup, toutes les équipes, au-delà des maraudes d'intervention sociale ou d'évaluation et d'orientation, ont vraiment joué le jeu à quadriller tout Paris, les parcs, les jardins, les cimetières, pour vraiment aller voir qui sont les publics en rue sans jamais les questionner. Il n'y avait pas de questionnaire à tendre à la personne. C'est vraiment le ressenti de l'équipe professionnelle croisé avec un regard scientifique. Parmi les grands chantiers, effectivement, il y a eu un cahier des charges en direction des maraudes d'intervention sociale. Vous allez voir un peu plus tard qui sont les différentes maraudes. Il y a une centaine d'équipes de maraudes à Paris. Donc, les maraudes d'intervention sociale, aujourd'hui, depuis l'année 2019, elles ont un cahier des charges qui a été construit bien évidemment avec elles, d'une part, et avec les pouvoirs publics qui les financent, d'autre part. Donc, c'est afin de donner un cadre commun à leurs interventions. Il y a eu, après les chantiers d'observation sociale et l'identification des zones blanches, l'identification des besoins des publics à la rue, la réorganisation de ces équipes de maraudes parisiennes.
Donc, il y avait des territoires, des arrondissements où il n'y avait pas du tout d'équipe de maraude, d'autres où il y en avait peut-être un peu trop qui se chevauchaient sans visibilité parfois les unes sur les autres. Donc, il y a eu cette répartition sur tout Paris afin qu'il y ait des travailleurs sociaux dans chaque territoire, chaque arrondissement. Et pour ce faire, la ville et l'État financent aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2020, 7 ETP supplémentaires pour les maraudes d'intervention sociale. Il y a des groupes de travail sur les indicateurs, bien évidemment, les indicateurs d'activité. Une réflexion est lancée sur les accueils de jour. Ici, c'est vraiment le label Paris et les différentes maraudes d'intervention sociale. Je passerai vite parce qu'il y a beaucoup de slides et vous allez pouvoir retrouver ce support après en ligne. Il y a un groupe de travail, bien évidemment, avec les maraudes bénévoles qu'on a initié avant la crise Covid. Donc, bon, il y a eu cette interruption en 2020. Il y a un vrai besoin pour les équipes de maraudes bénévoles à pouvoir s'identifier mutuellement, à pouvoir voir les pistes et des leviers de ces différentes équipes de maraudes bénévoles qui sont nombreuses, qui ont une force de frappe vraiment exceptionnelle à Paris. Donc voilà, il y a ce besoin de cette articulation avec les acteurs, de renforcer et tout simplement, pour commencer, de s'identifier mutuellement. Le groupe de travail sur le référentiel maraude, c'est de pouvoir travailler à sa diffusion et à accompagner la formation autour de la prise en main de ce référentiel. On fait ça avec nos collègues de la FAS. Donc, à Paris, pour l'instant, le groupe de travail sur le référentiel, il est en direction des maraudes professionnelles, dans un premier temps. Donc, il y a d'autres chantiers en cours avec le barreau de Paris Solidarité, le barreau des rues, le traitement des signalements. Je tiens à saluer le barreau de Paris qui est vraiment beaucoup sur des situations d'installation collective et parfois des difficultés que les publics sans-abri peuvent rencontrer. Il est prévu de travailler à la réalisation d'un protocole autour des installations collectives à Paris. Il y a effectivement pas mal de campements, donc c'est de mettre toutes les parties prenantes autour de la table. On est en train de travailler à un cahier des charges des maraudes d'évaluation et d'orientation sur les maraudes urgentistes à Paris. Je vais y venir un peu plus tard, à l'instar de ce qu'on avait fait en 2019 pour les maraudes d'intervention sociale. Et bien évidemment, plein d'autres groupes de travail. Merci. Corinne? Est-ce que vous avez des questions? Oui, on va peut-être aller là-dessus. Alors, ce qui est intéressant, moi, ce que je retiens quand même, c'est, alors déjà, c'est une fusée à plusieurs étages, là encore, avec une forte institutionnalisation quand même, avec comité de pilotage, comité technique. Malgré tout, ce qui est intéressant, c'est de voir, alors ça, c'est une dimension qu'on n'a peut-être pas eu le temps d'aborder dans 7h30, mais qu'on aura peut-être l'occasion d'aborder dans d'autres travaux de la FEDE. C'est là aussi, alors, on est sur une compétence État, hein, mais c'est l'implication des collectivités aussi sur tout ce secteur de la veille sociale. On voit qu'ils ont un rôle important et c'est ce que vous avez souligné là, avec notamment les mairies qui peuvent être partie prenante, mais sur d'autres territoires, on voit bien là aussi les collectivités qui peuvent avoir un rôle important en tant que financeurs et puis également sur le pilotage un peu des missions veille sociale. Et puis l'autre élément qui est intéressant, c'est ce rôle-là que vous pouvez avoir jusqu'à peut-être repenser un peu le déploiement des équipes sur les territoires, et puis derrière, que c'est entendu par les institutions qui sont en capacité, là aussi, d'accorder des moyens supplémentaires pour couvrir l'ensemble du territoire. Alors, sur les réactions, est-ce que parmi nos contributeurs, il y a peut-être des questions ou des remarques? Non, ça n'appelle pas de réaction particulière par rapport à la présentation? Oui, François, peut-être quand même dire un mot par rapport à l'intervention de Corinne, qui était extrêmement intéressante. En fait, ça n'appelle pas spécialement de remarques de ma part, dans la mesure où c'est vrai qu'on voit qu'il y a énormément de choses qui sont mises en place, énormément d'instances, énormément de réunions, et je suis presque abasourdie par tout ce que vous avez pu mettre en place. Mais voilà, je voulais simplement souligner l'intérêt qu'a suscité chez moi votre intervention. Et puis, c'est vrai que si on peut avoir le PowerPoint à l'issue qui est extrêmement fourni, ça nous permettra d'entrer un peu plus dans le détail des diverses actions que vous avez pu mener. Bien sûr, avec grand plaisir, vous allez la voir parce que j'ai fait un raccourci. Il y a beaucoup de slides, effectivement, avec le descriptif de chaque action. Oui.
Je le disais tout à l'heure, et tous les documents seront mis donc en ligne hein, sur la page dédiée à l'atelier sur le site de la fédération. Donc, je vais laisser la parole à Denis Ressac, qui en fait est un spectateur, mais que j'ai fait monter sur scène. Du coup, Denis Ressac, est-ce que vous pouvez activer votre micro et puis poser la question que vous souhaitiez poser, s'il vous plaît? Je crois que ça ne marche pas pour Denis Ressac. De même pour des questions de spectateurs, je viens d'en faire monter un nouveau, à savoir Gérald Wayol. Est-ce que vous souhaitez poser une question? Vous avez juste à activer votre micro. Allez-y, je vous en prie. Oui, non, pas forcément, ça va aller, merci. D'accord, ok. Ça marche. Par contre, on a deux contributrices qui veulent s'exprimer. Alors, on a donc Christy Labarsouk du Vaucluse, les SIAO du Vaucluse, qui voulait intervenir. Oui, bonjour, donc Christy Labarsouk, je suis donc coordinatrice au sein du SIAO de Vaucluse sur le volet veille sociale et hébergement d'urgence. Donc, je voulais juste rebondir sur tout ce qui a pu être dit jusqu'à présent. Je trouve ça très intéressant, d'autant plus l'étude qui a été faite, qui a été montrée sur Paris. Ça donne énormément d'idées à l'échelle, on va dire, départementale avec nos petits départements comparé à Paris où c'est complètement différent et multiplié, les acteurs sont démultipliés comparé à nous. Par contre, j'aimerais savoir comment vous arrivez à faire, au niveau des maraudes surtout, comment les déployer sur des territoires qui ne sont pas couverts, en fait, sur Paris, par exemple. Alors, en fait, c'est vraiment après avoir étudié le territoire, on a fonctionné par secteur et par concentration des publics. On a eu aussi une logique, une approche de territoire, une logique de territoire, de frontières parfois. Bien évidemment, pour celles qui opèrent autour d'un accueil de jour, parce que les maraudes portent aussi des accueils de jour, certaines maraudes d'intervention sociale, donc il y a cette logique de proximité, à travailler en proximité autour d'un local. Donc, ces équipes qui sont implantées localement et qui travaillent sur parcours autour du local, bien évidemment, c'est en fonction de leur zone d'implantation. Et c'est pour ça qu'on a dû aussi recourir, parce qu'il y avait des zones blanches qu'on ne pouvait pas faire avec les moyens existants. Et ça, pour le coup, la ville et l'État, on ne peut que saluer, en tout cas sur Paris, le fait qu'il y ait eu un temps donné depuis la création, donc la reprise, pardon, pas la création, la reprise de la coordination des maraudes par le SAMU social de Paris, ce temps de données de 2 ans d'analyse quasiment entre le jour où on a repris la coordination des maraudes et ça figurait de couvrir les zones blanches sur Paris et de pouvoir déployer des équipes. Et c'est le faire avec les équipes. Ça veut dire que tout ce travail, pendant ces pratiquement 2 années, on a fait avec les équipes aussi bien l'étude des besoins, d'aller sur le terrain et de les implanter sur un territoire, soit qu'elles connaissaient déjà parce qu'elles couvraient un arrondissement qui est frontalier, le 11e arrondissement, pour ceux qui connaissent Paris, il est frontalier avec le 20e, donc la maraude d'intervention sociale a transposé un peu son activité, a débordé de son activité sur le 20e, soit du coup d'implanter une nouvelle équipe de maraude. Oui. D'accord. Mais c'est faire avec les équipes. Enfin, vous allez voir dans le support que Guillaume va laisser en ligne, tous les chantiers ont été menés avec les équipes de maraude. Et avec d'autres acteurs aussi. Merci beaucoup. Merci, Christy. Alice Bougenot. Oui, merci. Je vais aller très rapidement parce que je vois qu'il est l'heure. Non, je voulais juste plus généralement dire que pour une association de bénévoles comme la mienne, enfin la nôtre, c'est très intéressant, je trouve, vos 3 interventions. Merci beaucoup et notamment dans tout ce qui est fait en termes d'aller vers les associations de bénévoles, essayer d'être dans l'échange, dans la communication et qu'on se comprenne. Je l'entends bien dans les trois interventions. Et
Et ça nous conforte, nous, dans la place qu'on doit trouver auprès des personnes les plus fragiles et en lien avec l'ensemble des opérateurs. Et la dernière intervention de Corinne, là, c'était intéressant parce que je m'aperçois qu'on a un travail à faire aussi sur le vocabulaire commun. Parce que, par exemple, là, on emploie des termes au niveau des maraudes qui ne sont pas forcément les mêmes employés par nous quand on parle de maraude professionnelle, maraude bénévole, maraude citoyenne. Et je trouve que voilà, là, aujourd'hui, ça m'appelle à réfléchir à la façon dont on a aussi des langages communs pour mieux se comprendre et continuer à œuvrer ensemble, chacun à nos places. C'est vraiment très intéressant de la part des 3 exemples que vous avez proposés, en tout cas de coordination et d'engagement. Merci Alice. Je vois qu'on arrive au bout du temps imparti. C'est vrai que l'exercice est assez frustrant. On avait 1h30 pour traiter de l'ensemble de ces sujets-là. Bon, on va pas se risquer à une synthèse maintenant. On a vu qu'on avait ouvert pas mal de pistes de travail. J'espère que sur vos territoires, du coup, ça vous a inspiré également. Et puis, sachez, là, en fait, c'est juste la première pierre, hein, puisque au niveau de la fédération, ce chantier sur la coordination de la veille sociale, c'est un sujet sur lequel on a envie de s'investir et de travailler avec tous les acteurs partenaires. Je crois qu'il y a un travail, n'est-ce pas Guillaume, au niveau national qui va être mené. C'est vrai que dans certaines régions, on a essayé aussi d'avancer sur ces logiques-là pour être en appui sur les territoires, sur tout ce qui pouvait se constituer. Et bien entendu, tous ces éléments-là seront mis au pot commun et permettront de nourrir un peu des réflexions au niveau national. Donc, frustrant pour une première heure et demie d'échange sur le sujet, mais ce n'est que partie remise et on vous donnera rendez-vous au cours de l'année pour des rencontres sur ces sujets-là. On a parlé de différents outils, référentiels et autres. On aura l'occasion de partager plus amplement et plus en détail et on espère aussi en présentiel. Merci à toutes et à tous. Merci à nos 3 intervenants qui ont vraiment donné beaucoup de matière à réflexion. Merci à Guillaume pour la co-animation et puis à nos contributeurs qui ont vraiment joué le jeu. Et donc, à très bientôt pour la suite des réflexions dans le réseau autour de la coordination de la veille sociale. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Merci François. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.